c'est très compliqué de choisir une photo fondatrice, je tiens à le dire, parce qu'il y en aurait plusieurs. Donc, je peux tenir cette photo dans ces deux sens, à la fois dans sa verticalité, mais dans son horizontalité également. Alors, c'est une photo noir et blanc que j'ai prise avec mon appareil, mon appareil photo préféré, mon Nikon FM2, il y a bientôt 10 ans. Et en fait, on ne peut pas reconnaître le lieu. D'ailleurs, c'est souvent le cas dans mes photos noir et blanc. On ne sait pas où on est. On sait simplement qu'on est dans un élément fougueux qui est une eau très agitée, qui peut être... en l'occurrence, c'est un océan, ça pourrait être une mer, ça pourrait être un torrent. Et on voit vraiment la dureté de l'eau. En tout cas, moi, c'est ce que je veux lui donner comme texture. Les vagues assez dures, bien sûr avec beaucoup de contraste noir et blanc, l'écume. Et il y a deux corps enlacés au milieu. On voit un homme et une femme. On voit beaucoup le dos de ce jeune homme, de cet homme qui recouvre en fait la jeune femme dont on aperçoit un peu le visage, et elle s'agrippe à lui et il la tient. Et on ne sait pas trop en fait si c'est un sauvetage ou une étreinte. C'est une photo qui m'a valu pas mal de commentaires, de retours, tous très différents. C'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup de manière atemporelle, car elle m'échappe. Les gens se l'approprient de manière différente. Déjà, moi, je l'avais prise verticale. Et pendant très, très, très longtemps, je n'ai pu la regarder que horizontalement. Alors pourquoi, j'en sais rien, mais pendant très, très longtemps, d'ailleurs, j'en ai fait des tirages et je l'avais mise horizontale. Et puis, un jour, à Arles, donc toujours en lecture de portfolio, j'avais montré cette série, je l'avais montrée au milieu d'une série à un éditeur qui est André Frère, et je lui avais montré de manière horizontale, et en fait il butait, puis il l'a retournée, puis moi j'avais oublié que je l'avais prise comme ça en fait, et il m'a dit mais cette photo elle est mieux comme ça je trouve, et puis on dirait qu'elle est faite pour être comme ça et tout. Et c'est drôle qu'il ait dit ça, cet éditeur, parce que il avait tellement raison. C'est ainsi que je l'ai prise. Je l'ai prise d'en haut. En fait, je suis d'en haut d'un pont. Je ne connais absolument pas ces deux personnes. Je marche et je vois cette bande de jeunes qui sautent un peu de ponts, de petites falaises. Et puis, un peu plus loin, il y a eux qui sont presque sous le pont. Et il y a cet instant que je vois. Alors, c'est dur, je fais la mise au point, je suis assez loin. Je ne sais pas si ça va être flou, je ne sais pas du tout ce qu'on va voir, parce qu'il y a tellement d'agitation, il y a toutes ces vagues qui les prennent, et puis on voit la musculature du garçon là, qui est tout en tension, et elle qui s'agrippe à lui. Et bon, finalement, la photo, c'est pas mal, parce qu'il y a plein de petits détails, c'est bien sorti. On voit même l'expression de la fille, qui est ambiguë. On ne sait pas si elle est en détresse ou au contraire si ça va. Et il y a un mouvement très joli de ses jambes prises dans l'écume et des bras très... En fait, le corps du garçon est noir presque. Je ne sais pas si c'est du bronzage, mais peut-être qu'il il a une peau assez noire naturellement, alors qu'elle a une peau blanche. Et voilà, c'est une photo de fougue. Alors, je l'ai parfois appelée l'étreinte, mais d'autres l'ont appelé le sauvetage. On y voit un peu ce qu'on veut, quoi. Et une personne m'avait dit, mais il n'est pas en train de la noyer ? Et moi, j'étais là, mais je n'avais pas pensé à ça. Alors, bon, vu le contexte, je ne pense pas. Mais cela dit, voilà, pour moi, ce n'est pas du tout une photo... anecdotique, parce que j'aime pas trop la photo anecdotique. Pour moi, c'est pas un couple qui se baigne en été, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il y a une forte portée symbolique. C'est aussi ce que j'aime bien trouver dans mes photos, accidentellement ou inconsciemment. J'aime bien faire ces photos symboliques qui t'emmènent dans d'autres dimensions. Enfin, bon, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais c'est ce que j'aimerais. Et là, on a effectivement cette question de la verticalité, de l'horizontalité, de prendre d'en haut et finalement de couper tous les repères possibles, parce qu'on ne sait pas où on se trouve. Et cette eau pourrait être un bain, le bain de la vie, je sais pas, voilà, quelque chose de cet ordre-là, avec une vitalité. C'est vrai que j'ai parlé de la mort tout à l'heure, mais il y a aussi cette vitalité que j'essaye d'attraper dans les photos. Photosensible, podcast d'aventures humaines et photographiques. Découvrez ceux qui se cachent derrière l'objectif.
serait le monde si personne ne le capture? Céline Gay ne se pose pas la question comme ça. Quand elle prend son appareil photo, elle endosse un rôle de documentaliste de notre quotidien. Ce qu'il se passe devant nous, tous les jours, sans qu'on le remarque, aux petits détails de la vie humaine, Céline interroge notre vie et notre société. Si elle fait une distinction très claire entre son travail de commande et ses travaux personnels, l'humain en est toujours le sujet, d'une manière ou d'une autre. Dans ce premier épisode en 2 volets, elle nous raconte comment elle en est arrivée à devenir photographe sur le tard. Une enfance tiraillée entre la campagne et la ville, un voyage aux confins de l'Europe qui forme sa jeunesse, puis son travail dans une galerie d'art et dans une maison d'édition. Elle a glissé doucement vers un monde d'images qui l'accompagne aujourd'hui au quotidien. J'ai le souvenir d'avoir une enfance très heureuse et beaucoup de souvenirs se concentrent effectivement dans un lieu très emblématique pour moi, qui est le Cantal, d'où vient toute ma famille maternelle et depuis toujours. Hein. Ma sœur a fait un arbre généalogique, elle est remontée assez tard, on est quand même très 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 dans le Cantal, voire un petit peu en Dordogne, mais sur des routes de campagne globalement. Et donc j'y ai passé toutes ces vacances avec plein de cousins, donc c'est beaucoup d'insouciance et c'est un lieu qui me rattache tout court, qui m'ancre en fait, parce que quand j'étais petite, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, en fait on a pas mal déménagé, j'ai des souvenirs en fait de ces lieux que j'ai traversés, où je ne restais pas, mais par contre, ce qui me rattachait à quelque chose, à un territoire, c'était ces vacances, donc chez mes grands-parents, dans le village, beaucoup d'été, mais aussi beaucoup d'hiver, avec tout ce qu'on fait dans les campagnes. C'est une enfance plutôt joyeuse, et déjà, je me mets au milieu des autres, quoi. Je me sens au milieu des autres et j'observe beaucoup. Par ailleurs, j'ai quand même aussi grandi en ville et dans des petites villes, puis à Paris intramuros. Donc ça m'a aussi construit de l'autre côté, quoi. Il y a le Cantal et il y a l'autre côté des choses. Donc j'ai aussi une vie urbaine, un parcours très urbain, hein, c'est quand même la capitale. Mais quand j'étais petite ou même adolescente, je ne m'en rends pas compte. Je me rends compte que parce que je reviens dans le Cantal et que je me fais charrier par les cousins ou par des amis de la famille que je suis une petite citadine. Tiens, c'est bizarre parce que moi, quand je suis dans le Cantal, je suis là-bas, je suis de là-bas. Donc ça, c'est un premier point. Après, par rapport à un début de construction artistique, pareil, on ne peut pas mettre ces mots-là quand on est si jeune, mais par contre, oui, alors j'avais une sensibilité très forte à une forme de création peut-être, parce qu'on faisait du théâtre et de la danse entre cousins, on s'amusait beaucoup. Moi, j'aimais faire des collages, des dessins, je jouais avec les lettres, les mots. Déjà, petite, je voyais des correspondances entre les couleurs et les voyelles, par exemple. Et plus tard, pendant mes études, j'ai découvert Rimbaud. Il y a eu ce poème qui s'appelle Voyelles. Ce sont des correspondances et ça parle de synesthésie, en fait. Bon, mais quand j'étais petite, je ne savais pas tout ça. Simplement, moi, je voyais déjà des petites choses comme ça, et c'est encore le cas maintenant. Quand je parle, les mots sont colorés, les lettres déteignent les unes sur les autres. Et je pense que ça m'a emmenée, en fait... aux portes d'un certain imaginaire, en tout cas, qui m'est devenu propre par la suite. Et petit à petit, j'ai aimé l'image. Alors, je pense qu'au tout début, c'était les albums de famille. Donc ça va être important pour la suite. Mais je regardais beaucoup les albums, les photos de ma famille, les anciennes photos, par curiosité, parce que j'aimais l'objet, parce que c'est petit, que ça tient dans la main. Et puis, j'essayais de voir comment était ma mère quand elle était toute petite, mes oncles ou mes grands-parents, qui ont peu de photos, parce qu'on est dans un milieu, effectivement, très rural, du fin fond du Cantal. Mes grands-parents étaient plutôt d'origine pauvre, etc. Donc, l'image qui se rattache à celle de mes grands-parents, qui se sont connus dans des villages assez éloignés où les distances se parcouraient à pied ou à vélo, en fait. Voilà, elles sont très rares. Et cette rareté, déjà, ça m'a frappée. J'ai tout de suite attribué, du coup, une valeur à ces quelques images qui existaient. Bon, voilà. Et puis, en grandissant,
les photographies, bon, dans ma famille, on n'est pas du tout particulièrement artiste ou photographe. C'est pas du tout par là que je suis devenue photographe. Par contre, peut-être en étant à Paris et en m'intéressant, en étant très curieuse, j'ai lu, j'ai fait du théâtre, j'ai rencontré des gens qui avaient dans leur famille des photographes. Donc j'ai vu des photos au mur, j'ai vu des choses qui étaient différentes, des choses que je ne voyais pas du tout dans mon environnement familier et qui m'ont tout à fait plu. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre, E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I, pourpre, sang craché, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. O, suprême clairon plein d'estrideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. O, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Arthur Rimbaud, voyelle. Dans l'adolescence, qui est aussi très parisienne, j'apprends des langues étrangères au collège et au lycée. Donc bon, je fais de l'anglais en première langue, très bien. Après, arrivé en quatrième, j'hésite. Je voulais pas faire de l'espagnol parce que ma grande sœur faisait déjà de l'espagnol. Je voulais un petit peu me distinguer d'elle. J'hésite entre l'italien et le russe. Et je choisis au final le russe parce que ça me paraît vraiment loin, mystérieux, incompréhensible. Il y a un autre alphabet. Le pays s'étend, je n'ai même pas conscience de l'étendue kilométrique sur une planisphère, mais voilà, je me rends compte que c'est beaucoup plus grand que l'Italie. Puis c'est un pays bizarre parce qu'on est dans les années 80, on est encore un peu... post-guerre froide, c'est l'époque soviétique encore, en fait. Et quand j'apprends le russe, quand je commence le russe, on est en 88, on est sous Gorbatchev. Et donc je suis partie quelques fois en Russie à cette époque-là. Et je crois que ces premiers voyages m'ont complètement apporté le goût de la liberté et le goût de la transgression, parce que peut-être j'étais un petit peu enfermée dans ma famille. Mes parents nous élevaient, ma sœur et moi, on n'avait pas trop le droit de sortir comme ça, ils nous protégeaient beaucoup. Voilà, donc j'avais pas beaucoup de latitude en fait en étant à Paris. Et puis les vacances, ça se passait encore en famille dans le Cantal, donc bon, voilà, on était toujours dans un monde un peu clos. Et puis tout d'un coup, il y a ce voyage en Russie où là, ma famille n'a plus prise sur moi, car je suis loin, je suis relativement injoignable. C'est une époque où il n'y avait pas Internet, où c'était un peu compliqué de se joindre par téléphone. Et puis moi, je déchiffre l'alphabet russe, j'apprends cette langue avec un bonheur incroyable. J'ai d'excellents profs, alors je progresse bien. Je suis dans des familles qui m'hébergent et puis je fais des rencontres avec la jeunesse russe. Voilà, des jeunes de mon âge, un peu plus vieux. Et alors là, ça m'a bouleversée. J'ai trouvé ça incroyable parce que je voyais qu'on avait des vies très différentes, quoi. C'était l'Est et je venais de l'Ouest. Il y avait encore cette fracture que je ne comprenais pas. J'étais pas très cultivée politiquement. Et je voyais bien qu'on n'avait pas du tout la même façon de vivre et ni le même rapport aux choses. Voilà, moi je suis habituée à vivre dans une société de consommation assez libérale. Bon, encore, je pose des mots que je n'utilisais pas à cet âge-là. Je me rends bien compte que les autres que je rencontre, c'est pas pareil. Et pourtant, on partage plein de choses, quoi. On partage notre adolescence.
c'est en gros un premier voyage qui m'emmène loin de mes repères. Et loin, effectivement, dans un pays qui est grand et que j'ai traversé en partie, donc un peu jeune. Et à cette époque, je pense qu'il y avait forcément une forme de propagande, mais que moi je recevais comme des cadeaux en fait. Et j'ai ramené, d'ailleurs j'ai toujours, des paquets de cartes postales qu'on nous donnait avec tous les bâtiments soviétiques. Donc ce côté kitsch est absolument fabuleux parce que c'est vraiment des images qu'on peut regarder voilà, enfin, sans se lasser. Donc ça j'en ai ramené. J'ai ramené aussi des tas de pins qu'on trouve plus aujourd'hui. D'ailleurs j'ai donné toute cette collection à quelqu'un, j'aurais vraiment aimé la garder avec Lénine, enfin tous les symboles du communisme, etc. Enfin, donc moi tout ça, j'ai ramené ça de mes voyages et cette grandeur, je l'apercevais pas comme ça, mais plutôt je voyais moi des horizons parce que je m'en fichais un petit peu en fait moi de l'aspect politique à ce moment-là. Ce qui m'intéressait, c'était cette liberté et cette curiosité là qui se développait chez moi d'aller encore plus loin. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu aller à Moscou, j'ai même connu Leningrad quand ça s'appelait Leningrad. Et puis quelques années plus tard, c'est devenu Saint-Pétersbourg. J'ai vu plein de petites villes entre Moscou et Leningrad et puis Saint-Pétersbourg. Je suis allée à Kiev après Tchernobyl, 2 ans après Tchernobyl, ce qui a beaucoup inquiété évidemment mes parents. Et ça, vraiment, c'était tout à fait incroyable pour moi. Moi, j'étais entourée de gens qui partaient peut-être dans un milieu parisien un peu bourgeois, qui partaient en vacances au soleil, dans des croisières, qui partaient en Corse, qui partaient voilà, dans des pays chauds. Et ben moi, c'était différent parce que soit j'allais dans le Cantal, hein, qui est considéré comme une région froide, soit j'allais dans un pays comme la Russie. Et j'y ai pris goût, mais incroyable. Et j'ai voyagé en autocar et en train à l'époque, quand j'étais sur place. Et ce sentiment de distance, l'allure du train, l'allure de l'autocar, qui m'amenait voilà, des tronçons de 400, 500 km, etc., aussi, ce mouvement, voilà, cette sensation du mouvement m'a énormément saisie, quoi, m'a plu et c'est quelque chose que je garde très profondément en tant que photographe. Je suis dans une flânerie, dans une lenteur, dans un déplacement. Ça ne se voit pas forcément sur toutes mes photos qui peuvent paraître aussi assez immobiles parce qu'elles fixent quelque chose. Mais voilà, ce goût-là du voyage ou du trajet initiatique, parce que moi, j'étais pas dans un truc touristique, même si à l'époque, c'était très cadré, les voyages en Russie. On était quand même dans des hôtels pour étrangers. Évidemment, on était mineurs, donc on était quand même sous responsabilité. Mais voilà, après, il y a eu les autres voyages que j'ai fait un peu plus âgés, où j'approchais de la majorité, où j'étais majeure, où là, d'ailleurs, c'est là que j'ai aussi un peu coupé le cordon, que j'ai fait des choses que j'aurais peut-être pas dû faire. Je suis partie de ma famille qui m'hébergeait. D'ailleurs, ça la dérangeait pas, cette dame, parce qu'elle était payée, elle recevait de l'argent pour me nourrir. Et moi, j'étais à Saint-Pétersbourg, je voulais absolument aller à Moscou rejoindre ma bande de copains. Donc, je lui ai dit, bon, vous inquiétez pas, comme ça, elle gardait l'argent pour elle. Et puis, on avait un code, c'est-à-dire que si mes parents appelaient, elle m'appelait. Et moi, je rappelais mes parents de Moscou, tout en leur faisant croire que j'étais à Saint-Pétersbourg. Je sais pas si je devrais dire ça. Mais non, maintenant on s'en fiche, il y a prescription. Mais oui, j'ai aussi quitté l'école parce que j'étais quand même à un moment dans une petite école de langue pour l'été. J'ai quitté cette école pour toujours aller passer une semaine à Moscou avec mes amis et j'avais embarqué une fille qui était avec moi, mais elle était majeure, mariée, etc. Et puis on était revenues toutes les deux en prenant le train. Alors même pas à Saint-Pétersbourg, il avait fallu qu'on rejoigne le groupe scolaire dans une ville pas loin de Saint-Pétersbourg. Donc l'école était un petit peu inquiète, mais on les avait prévenus, mais non, ça va, etc. Et on avait fait le trajet toutes les deux dans un train russe en 92. Et voilà, ce voyage, je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que déjà, il avait fallu aller à la gare, faire la queue pour acheter nos billets. Il y avait des queues monstrueuses. Et je me souviens très bien d'un Russe qui avait fait la queue pour nous, qui nous avait aidé à acheter nos billets, qui nous avait donné nos billets, qui n'avait pas voulu qu'on le rembourse et qui nous avait même laissé une petite pièce qui valait rien du tout en nous disant « na pamiat » pour le souvenir. Et ce train, mais il y avait tout et n'importe quoi. Il y avait des musiciens, il y avait des animaux, des gens qui portaient des cages de poules, ça pique-niquait, ça buvait de la bière. Et nous, on était là, adolescentes, on crevait de chaud parce que l'été, il fait très très chaud. On transpirait et on voyait défiler la campagne russe. Voilà. Et moi, je me souviens, ça m'a vraiment troublée. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça la vie, quoi. C'est génial, quoi.
Je sais pas si ça a eu un impact sur les photos que j'ai fait plus tard. Ce qui est clair, c'est que je repense à des tas de moments que j'ai photographiés dans ma tête, mais dont j'ai pas la trace en image. Ça me rappelle aussi que j'ai perdu des pellicules photos plus tard dans ma vie. Ça me rappelle tout le temps la photo perdue, la photo non faite, la photo, même pas la photo ratée, parce que la photo ratée, au moins on en a quelque chose, mais la photo perdue ou la photo non advenue. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui me perturbe pas mal. Je peux les décrire, je peux y repenser, mais aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas retraduire dans la photo que je fais actuellement, par exemple en noir et blanc, ce foisonnement de couleurs que j'avais vu dans ce train, et de sensations et d'odeurs, il y avait de la transpiration, il y avait l'odeur du thé, il y avait l'odeur des animaux, il y avait l'odeur des fleurs quand on ouvrait la fenêtre parce qu'on passait dans des gares hyper champêtres, etc. Tout ça, pour moi, là, je ne saurais pas le traduire. Je peux en parler, je peux l'écrire et le rajouter autour de photos, mais finalement, ce qui est perdu, et dans ce travail que je fais en noir et blanc, eh bien, je parle beaucoup de la perte aussi des choses et de la disparition, et c'est peut-être en creux, en fait, que je l'évoque, mais pas du tout dans son foisonnement. Faire des voyages me semble profitable. L'esprit y a une activité continuelle pour remarquer les choses inconnues et nouvelles. Je ne connais pas de meilleure école pour former la vie que de mettre sans cesse devant nos yeux la diversité de tant d'autres vies, opinions, usages, et lui faire goûter une si perpétuelle variété de formes de notre nature. Le corps n'y est ni oisif ni travaillé, et cette agitation modérée le met en haleine. Montaigne, de la vanité. Essai, livre 3, chapitre 9. Au lycée, j'étais très littéraire et je m'inquiétais pas trop, moi, de ce que j'allais faire après, car j'avais, je sais pas pourquoi, une forme de confiance, peut-être pas d'insouciance, j'étais déjà un peu torturée, mais j'avais confiance. Par contre, on me demandait beaucoup, mais qu'est-ce que tu vas devenir ? Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Et ma sœur était très brillante, elle a fait Normal Sup, etc. Et moi, j'étais très bonne élève, enfin plutôt très bonne élève, mais pas aussi brillante qu'elle. Et donc, j'ai fait une classe prépa, mais je ne suis pas allée au bout et je n'ai pas fait Normal Sup. Donc, moi, j'ai choisi de faire l'école du Louvre. J'avais du mal à me dire que j'allais devoir me mettre dans dans un canal, devoir tout abandonner, toutes ces matières qui me plaisaient, après la prépa qui garde quand même vraiment la pluridisciplinarité. Donc j'ai fait l'école du Louvre, donc ça c'était en 95, après ma prépa, donc c'est l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'art pour moi représentait la possibilité de garder en fait toutes ces matières et puis de m'ouvrir encore plus au monde. Et vraiment, j'étais intéressée par la création artistique. J'ai jamais eu envie de faire particulièrement les beaux-arts. Peut-être je m'autorisais pas à le penser, on m'en laissait pas vraiment la possibilité chez moi. Il y avait quand même un truc, il faut faire des études où tu peux trouver un métier, voilà, bon. Mais là, par exemple, mes parents me demandaient, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça, etc. Et moi, j'arrivais jamais à leur fournir de réponse, quoi. Je leur disais, mais je vais faire quelque chose, mais ça me gênait parce qu'ils me renvoyaient toujours à quelque chose comme si c'était, comme si j'étais défaillante, quoi. Et ça, c'était extrêmement pénible pour moi, mais au final, j'avançais plutôt pas mal dans mes études et avec beaucoup de plaisir à étudier. Donc, j'étais beaucoup dans les musées, dans les galeries, etc. Là, j'ai commencé à voyager et ce qui m'a amené à mon premier métier
juste après mon diplôme de muséologie, dans cette galerie, qui était la galerie Jérôme de Noirmont à Paris, c'est que je me suis trouvée toute seule un stage au Metropolitan Museum de New York. Je l'ai fait. J'ai fait également mon mémoire de muséo sur une artiste française qui s'appelle Brigitte Naon, qui est plasticienne sculptrice et qui travaillait sur les fils, sur des matériaux extrêmement fragiles et qui à l'époque était représentée par la galerie Jérôme de Noirmont. Donc en fait, elle m'a présentée à eux. Finalement, j'ai fait un mémoire de muséo sur comment conserver en fait au mieux ces œuvres. Donc très concrètement, ça les intéressait et certainement qu'à l'époque, même si je n'avais que 23 ans, eh bien, je connaissais très bien son œuvre puisque j'avais passé plusieurs mois avec elle à New York. Et donc, ils m'ont proposé un job. Aussi, ça a été très sympa. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux travailler pour nous à la galerie ? Et moi, je ne connaissais pas du tout l'univers des galeries, pas bien l'univers de l'art contemporain. J'avais fait histoire de l'art, mais ce n'était pas forcément ce que je connaissais le mieux. Et j'ai accepté. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans une galerie en tant qu'assistante. Et cette galerie, à l'époque, avait des peintres, mais aussi des photographes. Donc, et puis il y avait Brigitte Naon, bien sûr. Bon, ils avaient du Basquiat, ils avaient du Keith Haring, ils ont produit Jeff Koons, voilà. Mais ils avaient aussi Pierre et Gilles. Donc j'ai découvert le travail de Pierre et Gilles, très coloré, mystique, marrant, avec le côté un peu showbiz parisien. Bon. J'ai découvert une artiste iranienne qui s'appelle Shirin Neshrat, qui est à la fois photographe et vidéaste, et d'autres personnes, voilà, McDermott et McGough, de photographes un peu étranges, anglais, bon voilà. Et là, je suis restée à peu près 2 ans. Et au bout des 2 ans, je suis partie. Oui, j'étais pas très satisfaite encore de cette position. Je me trouvais très subordonnée. J'arrivais pas à me retrouver bien dans une galerie comme ça. On est quand même un peu toujours hyper inférieur aux galeries. C'est compliqué de trouver sa place. Et puis, j'ai eu de la chance. Très rapidement, j'ai entendu parler d'un poste qui était à pourvoir aux éditions Phaidon. Phaidon est une très belle maison d'édition de livres d'art et de photographie. Bon, je ne la connaissais pas à l'époque. Donc à l'époque, j'avais 25-26 ans. Et ils cherchaient leur responsable communication, attaché de presse, etc. Je ne sais plus comment j'ai eu... quelqu'un m'en a parlé, on m'a dit envoie ton CV, etc. Donc je l'ai fait et puis au bout de plusieurs entretiens, ils m'ont gardée. Alors là, c'était très étonnant aussi pour moi. Je rentrais à ce moment-là dans des rails. J'avais fait tout un processus de recrutement et puis j'avais rencontré beaucoup de gens qui m'avaient un peu auscultée. C'était bizarre parce que c'était à la fois moi et à la fois c'était pas moi, quoi. Et en même temps, j'y ai travaillé 5 ans et là, il s'est passé quelque chose de fondamental, c'est que je suis rentrée dans une maison d'édition. Et une maison d'édition, je pense que c'est une des plus belles choses qui existent au monde. Une maison d'édition de livres d'art. Et peut-être que je le dois beaucoup à mon papa, qui lui est complètement autodidacte, qui n'est jamais allé à l'école de sa vie, mais qui n'a eu de cesse d'apprendre et de lire par lui-même. Et quand il a commencé à être indépendant financièrement, il s'est acheté des livres, et beaucoup de livres d'art. Donc quand moi j'étais étudiante à l'école du Louvre, j'avais une très très belle bibliothèque d'histoire de l'art à domicile. Et finalement, quand je suis arrivée chez Phaidon, j'étais dans un terrain familier. Mais par contre, ce que je ne connaissais pas, c'était l'histoire de la photo. Et à l'époque, en 2001, 2002, 2003, cette maison d'édition battait son plein. Elle était vraiment successful. C'était une maison anglaise, hein, donc on était le bureau français, mais il y avait un bureau à New York, bien sûr, alors à Londres, à Berlin, etc. Et là, les éditions Phaidon, et c'était magnifique, quoi. Il y avait à la fois les grands classiques de la photographie, donc j'ai découvert, mais j'ai appris avidement, quoi. J'ai tout lu, j'ai tout regardé sur cette histoire merveilleuse de la photographie qui prend aussi naissance en France. Enfin, je me suis dit, waouh, voilà, je ne me rendais pas du tout compte. Et puis, il y avait les photographes contemporains, pas au sens plasticien, même s'ils les éditaient, mais tous les photojournalistes, et notamment les photographes de l'agence Magnum, avec qui Phaidon a fait pas mal de livres. Et j'ai découvert aussi par cette maison d'édition qu'on était en lien avec les institutions, avec les festivals, avec tous les grands acteurs de la photographie, pas seulement les photographes, sans parler des éditeurs, des graphistes, mais aussi les conservateurs de musées, les curateurs d'exposition, enfin les commissaires d'exposition plutôt,
les journalistes, puisque je discutais beaucoup avec eux pour leur présenter les livres, etc., etc. Et c'est là vraiment que je suis tombée dedans, littéralement par le livre. La photographie m'est apparue comme un merveilleux moyen d'approcher le monde. Je me suis sentie bien sur les pages d'un livre. J'adorais la compagnie des photographes. J'étais très heureuse de faire l'intermédiaire entre eux et les journalistes pour promouvoir ces livres que je trouvais beau et difficile à la fois. Du coup, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré Nan Goldin, j'ai rencontré René Bury, j'ai rencontré Lise Sarfati de l'agence Magnum. Bon. Et aussi, surtout, voilà, quelqu'un qui a aussi été fondamental dans mon approche photographique, qui est mort maintenant, qui s'appelle Roy de Carava, qui était un photographe noir américain, qui était né en 1919. Et à l'époque, en 2001, il était donc très âgé, mais vivant, et Phaidon allait publier un peu le livre de sa vie, un livre qu'il avait complètement conçu lui-même dans les années 55-56, sous forme de maquette personnelle, et qu'il n'avait jamais publié avant parce que trop d'éditeurs auraient voulu changer ce livre, et lui ne voulait pas le changer. Et le patron de Phaidon à l'époque, Richard Schlagman, a dit « Ok, banco, on le fait, même si c'est un livre très difficile à vendre et à faire, on le prend tel que. » Et donc, à l'époque, Roy de Carava avait, oui, pas loin de 80 ans. Donc, au soir de sa vie, il allait enfin voir ce livre publié, un livre qui porte un très beau titre, qui résonnait parfaitement avec moi et qui me rappelait des choses de petite fille. C'est Le son que j'ai vu, The Sound I Saw. Donc c'est correspondance, voilà, effectivement. On peut voir des couleurs aux lettres et entendre des bruits sur des images. Enfin voilà, tout ça me paraissait tout à fait juste. Alors, c'est lié aussi à la musique, au jazz bebop des années 50, de toute la scène américaine. Donc, Roy de Carava a rencontré tous ces jazzmen magnifiques, hein, Duke Ellington, Ornette Coleman, Jerry Mulligan, Billie Holiday, enfin, tous là. Donc, tout d'un coup, moi, je voyais les visages de ces musiciens fabuleux, et pas forcément en train de jouer, en fait. Ils étaient dans les coulisses, ils rigolaient, ils se tapaient, ils attendaient un taxi, ils se tapaient sur l'épaule. Et ce livre, en fait, n'est pas du tout que sur la musique. Il est sur un art de vivre new-yorkais d'une certaine époque, qui est la fin des années 50, tout en noir et blanc. Il est très grand, il s'ouvre sur une double page, voilà, de la cime d'un arbre. Et puis après, on voit des scènes de la vie quotidienne, des scènes de rue, des cadrages très très élégants, serrés, beaucoup de flou, des choses justement indéfinies qui sont le contraire d'une photo léchée, avec des contrastes de lumière, de noirceur extrêmement profonds. Moi, je suis fascinée par l'histoire de ce livre, qui est traversé par un poème, écrit par son auteur, et j'ai la chance de lui parler plusieurs fois par téléphone. Je suis bercée par sa voix, on discute beaucoup, je parlais très bien anglais à l'époque, et j'assure toutes les interviews, les traductions d'interviews, donc c'est génial, quoi, parce que j'assiste à tout ça. Et ça a été voilà, quelque chose de très important, la publication de ce livre. Aussi, je me rends compte par rapport au combat de cet homme, qui avait déjà eu beaucoup de reconnaissance quand même, hein. Il faisait partie des collections du MoMA dès les années 50, enfin, c'est pas comme s'il n'avait pas été reconnu avant ce livre, mais ce livre pour moi est un aboutissement, et je sais que en tant que photographe, parfois il faut attendre très très longtemps, donc voilà, j'étais heureuse pour lui. Et puis 10 ans plus tard, je suis plus chez Phaidon, et là c'est une anecdote, ça fait partie des drôles de choses qui peuvent arriver dans une vie. 10 ans plus tard, je retourne à New York. Donc j'y vais vraiment justement en voulant quitter l'Europe, la France, pour me surtout enlever ces griffes qui essayent de me retenir et me mettre le doute. Et je vais à New York et je décide donc d'appeler Roy de Carava, quoi, parce que je me dis, il va forcément se souvenir de moi. C'est un peu présomptueux, mais on a eu tellement de discussions. Donc je le contacte, car j'avais gardé mon vieux petit carnet de 2001 avec son vieux téléphone qui commençait par 718 à Brooklyn. Et je tombe sur sa femme, je lui explique, et elle me dit « Oh yes, Céline, yes, I remember ». Alors là, moi, j'étais déjà arrivée à New York, mais j'étais le cœur battant. Elle me le passe, et il est tout à fait d'accord pour me rencontrer. Alors bon, là, c'est incroyable. Il me dit rendez-vous, il enseignait Hunter College, donc dans Manhattan. Rendez-vous est pris le 28 octobre. J'y vais, à l'heure dite, évidemment. J'attends un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, personne. Et là, je me dis, mais c'est pas possible qu'il ait oublié, il y a un truc, c'est pas possible. Puis en même temps,
Oui, si, il a pu arriver plein de choses qui fait qu'il n'est pas là au rendez-vous, après tout, je suis rien et tout. Et puis au bout de 45 minutes, quelqu'un passe et voit vraiment que je suis devant son bureau et on me dit « Mais vous attendez Roy de Carava ?» Je fais « Oui ». Et là, elle me regarde et elle me dit « Il est mort hier soir ». Et là, vraiment, le sol s'est effondré sous mes pas. Je dis « C'est pas vrai ». Alors là, vraiment, c'était terrible, quoi, parce que... Bon, ben voilà, il était mort après toute cette vie. Et puis, la veille de notre rencontre, et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, quoi ? C'était affreux. Et je me sens que je suis repartie complètement... je me sentais nue, j'ai l'impression qu'on m'avait coupé... Enfin, c'était très bizarre et j'ai descendu la 5e avenue comme ça, sans rien ressentir. Je me souviens, enfin si, j'ai ressenti le vent, la pluie, il faisait moche ce jour-là et tout. Je suis rentrée chez moi à Brooklyn, là où j'habitais, mais j'étais tellement sous le choc, je me suis arrêtée dans un bar à vin, toute seule, je connaissais personne, je vais boire un verre, là. C'est pas possible, je remuais ça, je repassais sa vie, comment on s'était rencontrés en 2001, la publication de ce livre, et puis tout, moi, mon propre évolution. J'arrive à New York, je suis sur le point de le rencontrer, puis paf, il meurt. Donc là, ce soir, j'ai bu des coups, j'ai rencontré une personne avec qui je suis devenue amie, d'ailleurs, par la suite. Et j'ai quand même fini par réussir à voir sa femme au cours de mon séjour à New York. Donc je suis allée chez eux à Brooklyn et j'ai rencontré sa femme et sa fille, j'ai vu ses photos au mur, c'était une très jolie veuve, très fine, et elle m'a raconté des choses très belles et elle m'a donné quelques conseils. Elle m'a dit, quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est pas Roy de Carava, mais bon, je suis sa femme, donc... Et elle m'a dit surtout, séparez toujours votre production commerciale de votre œuvre personnelle. Bon, c'est la chose que j'ai retenue, et peut-être aujourd'hui, c'est ce qui fait que je sépare les deux par la couleur et le noir et blanc. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Paul Éluard, la nuit n'est jamais complète. Alors, donc, lorsque j'étais chez Phaidon, au bout de 4-5 ans, les choses avaient changé dans la maison d'édition, qui me convenait moins. Et à cette époque-là, j'avais rencontré quelqu'un qui était cinéaste, qui avait fait un film très beau qui s'appelle Le Dernier des Immobiles. Et nous avons eu une histoire ensemble. Et à ce moment-là, il a été accepté à la Villa Médicis comme pensionnaire en cinéma. Et il m'a convaincue de partir avec lui, m'a probablement apporté la possibilité des possibilités. J'étais certainement à l'époque un peu verrouillée et il m'a laissé penser, en fait, m'autoriser à penser, mais tu peux aussi sortir de ce type de vie-là que tu as, qui te fait parfois un peu souffrir, et développer quelque chose. Viens avec moi à la Villa Médicis, mais bon, là, moi, j'étais vraiment la femme d'eux, etc. Et puis, il m'a offert mon appareil photo, un très beau Nikon FM2, dont j'ai su plus tard que, voilà, c'est fait partie des appareils vraiment que beaucoup de gens aimeraient avoir. Donc, un appareil argentique, il avait choisi une optique pour moi, 1,50. Donc c'était pour mes 30 ans. Et à cette époque, je ne savais pas vraiment m'en servir, on peut le dire aussi. Même si j'ai fait d'autres photos avant et un peu de Super 8. Et à Rome, nous voilà installés. Et lui encore me convainc de m'inscrire dans une école de photographie. J'ai écouté son conseil, et puis cette année-là, à la Villa Médicis, il y avait aussi Clément Chéroux, voilà, qui est quelqu'un de très, très important en photographie, qui a fait de très belles choses en tant que commissaire d'exposition. Maintenant, il est aux États-Unis, je crois, mais il a été commissaire d'exposition au département de photo de Beaubourg. Et donc, j'ai l'occasion de le rencontrer. Il pense que c'est aussi une bonne idée d'aller faire cette petite école, même si c'est une école sans prétention, c'était quand même une école, la Scuola Romana de Fotografia.
ça. Et ça m'a d'ailleurs bien sorti de la Villa Médicis, c'est tant mieux. Mais c'est aussi avec Clémence Chéroux que j'ai fait mes premiers tirages au laboratoire de la Villa, puisque cette année-là, il n'y avait pas de pensionnaire photographe. Et donc, on m'a donné la clé. Et c'est moi qui, toute l'année, ai occupé le labo photo et j'ai fait mes premiers tirages, voilà, dans ce lieu quand même chargé d'histoire et d'art. Donc, c'était chouette. Et donc voilà, j'ai fait cette école où j'ai aussi appris l'italien, un peu la photo, un peu l'italien, tout ça un peu dans le flou parce que je comprenais quand même rien au début de ce qu'on m'expliquait car je ne parlais pas la langue. Et j'ai fait mes premiers pas de photographe avec mon appareil Nikon FM2, donc un peu officiellement, dans les rues de Rome, dans cette lumière que j'aime tant, la lumière de la Méditerranée très contrastée avec des grandes zones d'ombre, des grandes zones de lumière. Alors j'ai fait aussi de la couleur, mais c'est vrai que le noir et blanc s'est très vite imposé à mes yeux pour tous mes essais. C'est comme ça que je voulais photographier les gens, les yeux, les peaux, c'est comme ça que je voulais photographier les mouvements. Voilà. Et la photo, pour moi, elle commence effectivement, d'ailleurs, dans la rue. C'est le principe fondateur, je pars avec ce petit appareil très léger, je suis libre. À l'époque, en plus, il n'y avait pas de téléphone portable, c'était trop bien, ou très peu. Et c'est comme ça que je commence cette photo. Nous voici arrivés à la fin du premier volet de ce deuxième épisode de Photos sensibles. La prochaine fois, Céline nous parlera plus en profondeur de sa photographie. Son parcours depuis Rome jusqu'à son retour en France, en passant par New York et Lisbonne, est rempli de moments fragiles et suspendus qui ont donné une grande force à son travail. Entre ses travaux personnels toujours sensibles et son cheminement autour de sujets tels que la solitude, la migration ou la sororité, Céline aiguise son regard sur les luttes individuelles et sociales du quotidien pour nous livrer une vision du monde à fleur de peau qui ne laisse pas indifférent. Vous pourrez retrouver tous les liens et références de ce podcast dans le texte de description qui l'accompagne. Photos sensibles, un podcast proposé par Thomas Biarnex avec la voix additionnelle de Frédéric Biarnex et la musique de Tom Terrien. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis d'écoute préférés. Ça nous aidera à nous faire connaître et à avancer. On espère grandir avec vous, alors nous serons toujours à l'écoute de vos retours.